L'été au cœur de l'information. Les travaux du séminaire gouvernemental ont pris fin hier samedi à Kara. Entre autres sujets abordés, l'économie post-Covid-19, la situation sécuritaire au niveau régional. Les grands axes à suivre tout à l'heure. Les forces armées togolaises au chevet des malades dans les savanes. Le service santé de l'armée a procédé à plus de 2000 consultations médicales et plusieurs patients ont été opérés. Le chemin du convoi militaire Barkhane est semé d'embûches. Le convoi français a à nouveau freiné à Tera, au Niger. On déplore des décès dans le rang des manifestants. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Fin du séminaire gouvernemental ouvert vendredi à Kara sous la présidence du chef de l'État Faure Sozman Gnassingbé. Les travaux ont porté essentiellement sur trois grands axes: les enjeux de la sécurité régionale, l'économie post-Covid-19 et la transition écologique. Joseph Amégan nous fait le résumé des travaux. Au deuxième et dernier jour du séminaire gouvernemental qui s'est déroulé sous la présidence effective du chef de l'État, Faure Sozman Gnassingbé, les travaux sont consacrés principalement à des échanges thématiques sur les enjeux de la sécurité régionale, l'économie post-Covid et la transition écologique. Abordant la thématique sur les enjeux de la sécurité régionale, les débats ont permis de dresser un tableau sombre de la dégradation du climat de sécurité dans la sous-région et le Sahel, avec la montée en puissance des groupes terroristes qui continuent de multiplier leurs attaques. Plusieurs pays de la région continuent d'en être victimes. Le Togo, jusque-là épargné, a malheureusement fait l'objet d'une attaque dans la nuit du 9 au 10 novembre 2021 à Salouaga, dans le Pandjal. Attaque vigoureusement repoussée par les forces de défense et de sécurité. Au lendemain de cette attaque, le président de la République s'est rendu sur le terrain et a donné des instructions au haut commandement militaire pour un renforcement des dispositifs de sécurité sur toutes les frontières. Les participants au séminaire gouvernemental ont salué la courageuse initiative du président de la République qui a beaucoup marqué le personnel et permis de renforcer les dispositifs en matériel et en effectif. Pour les séminaristes, le terrorisme se nourrit de la pauvreté et de la précarité, il est nécessaire que les programmes et projets conçus en faveur du bien-être des populations de ces régions connaissent une urgente exécution. S'agissant de la deuxième thématique, relative aux enjeux liés à l'économie post-Covid, le séminaire, après avoir relevé les grands atouts que présente le Togo, a fait le constat de façon globale de la compétition qui s'accélère aujourd'hui entre les États en lien avec la relance économique. Avec cette concurrence, les avantages compétitifs tendent à s'égaliser, ce qui impose par voie de conséquence l'exigence de plus de productivité. Pour ce qui concerne la transition écologique, les séminaristes ont trouvé intéressant de voir que les enjeux liés à cette thématique ont été anticipés par la feuille de route gouvernementale. Au Togo, les initiatives efficaces d'adaptation au changement climatique sont mises en œuvre, à savoir l'usage accru de l'énergie renouvelable dont la part est fixée à 50% d'ici à 2025. Une vaste campagne de reboisement destinée à planter 1 milliard d'arbres au cours de cette décennie permettra de gagner le pari d'un développement durable et profitable aux populations. Pour les participants à ce séminaire gouvernemental, il urge de capitaliser sur les acquis pour pouvoir positionner le Togo dans la lutte contre les changements climatiques. Ils ont préconisé que des différents projets prennent en compte la trajectoire de la transition écologique. À l'issue des travaux, le chef de l'État a félicité les experts pour leurs éclairages sur les différentes thématiques abordées et les membres du gouvernement et les différents conseillers
pour la qualité des échanges. Au regard de la situation sécuritaire sous-régionale qui demeure inquiétante et qui n'est pas de nature à rassurer les investisseurs, le président de la République recommande la nécessité de saisir les opportunités disponibles. Le chef de l'État préconise par ailleurs une étroite collaboration avec les pays voisins dans le cadre d'une riposte sécuritaire. Le service de santé des armées a posé ses valises à Sinkasé dans les savanes. C'est pour une assistance médicale aux couches vulnérables. Des séances de dépistage et de traitement de diverses pathologies ont lieu sur place et gratuitement. Plus de 2000 consultations ont été effectuées avec plus de 200 patients opérés. Des chiffres qui vont au-delà des prévisions. Gérard Lagoudou. De la sécurité à la santé des populations, les forces armées togolaises ont de l'énergie pour servir dans l'humanitaire. Une opération civilo-militaire déployée dans la préfecture de Sinkasé au profit des couches vulnérables. À l'affiche, plusieurs pathologies prises en charge. Il y a la médecine générale, la chirurgie générale, l'ophtalmo, la gynéco, la pédiatrie, les soins dentaires, la sensibilisation et les dépistages de toutes les pathologies chroniques et pour les confier après au directeur préfectoral de la santé du milieu. La population a été vraiment sensibilisée et donc l'affluence est tellement massive. Ce qui fait qu'on se demande est-ce qu'on peut couvrir tout le monde. Joie et soulagement pour les populations bénéficiaires. Je souhaite que cette manière de gérer la population togolaise en matière de santé soit continuelle. Je suis arrivé ici malade, malvoyant. Aujourd'hui, je pars très heureux parce que je vois clair. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage à la haute hiérarchie militaire, au premier rang desquels le chef des armées, le président de la République. Et je voudrais demander à la population de Sinkasé d'apporter un soutien sans faille aux hommes et aux femmes de l'opération Koundjouaré pour qu'ils mènent bien leur mission qui est celle de nous protéger. C'est depuis 2 ans que la présente opération se mène sur le terrain pour raffermir les liens civilo-militaires avec l'appui financier du PNUD. Et c'est un projet financé par les fonds pour la consolidation de la paix. Et le PNUD, en tant que partenaire, on s'est dit qu'on doit s'engager davantage pour essayer de renforcer cette cohésion. Après Sinkasé, le cap sera mis sur Gando dans la préfecture de Loti Sud pour la même mission dans les prochains jours. Le virus du sida tue de moins en moins au Togo. La situation épidémiologique est nettement améliorée. On compte à ce jour plus de 80 000 PV-VIH et sur les 110 000 estimés. Le défi reste énorme pour éliminer la maladie d'ici à 2030. La plateforme des organisations de la société civile de lutte contre le sida a fait le point mercredi dernier. Elle envisage de nouvelles stratégies de lutte. Ekwesala. Un grand pas au cours de ces 10 dernières années dans la lutte contre le VIH-Sida. Au Togo, les nouvelles infections liées à la maladie ont connu une réduction de plus de 54% et le virus tue moins de personnes. Pour en arriver là, le chemin a été long. Un parcours revisité par la plateforme des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre le sida. C'est pour nous une occasion, après un certain nombre d'années de travail, de nous arrêter, évaluer ce que nous avons eu à faire, ne serait-ce que sur les 5 dernières années, et voir quelles sont les nouvelles approches, les nouvelles stratégies que nous allons utiliser pour affronter le futur. Les décès liés au sida sont encore nombreux au Togo. Parallèlement, le taux de contamination des adolescents et des jeunes filles augmente aussi. On a une réduction de taux de décès liés au sida de 55%. Actuellement, on a plus de 80 000 PV-VIH, sous médicaments antirétroviraux, sur 110 000 estimés. Le taux d'incidence est important chez les jeunes filles, notamment les adolescentes, et chez certaines populations vulnérables. Et on a de nombreux défis en matière de prise en charge globale. Et en termes de problème de stigmatisation qui fait que certaines PV-VIH, les sections disponibles, mais ont du mal à avoir accès à ces services. Et donc il faut relever tous ces défis pour atteindre l'objectif fixé par l'ONU-SIDA. L'objectif désormais, éliminer le VIH-Sida d'ici à 2030.
Les organisations de la société civile restent déterminées sur l'effort aux côtés du gouvernement, avec en appoint les communautés à la base. Cette autre maladie sournoise ne provoque aucun symptôme durant de longues années. Il s'agit du diabète. En silence, il affecte l'organisme. Dans le dossier qui va suivre, Marie-Ange Bide a rencontré 2 diabétiques qui vont nous dire comment ils arrivent à vivre avec la maladie. Derrière ce sourire, une tristesse. Maouli, 22 ans, déjà amputé des 2 pieds, condamné à se faire assister dans tous ses déplacements. Tout a commencé en 2012. Des fois, je vais à l'école, des fois, je reste à la maison, très souffrant. Et j'ai eu un petit abcès au niveau des orteils. La maladie m'a entraîné jusqu'à ce que le docteur a décidé qu'on ampute le premier pied. Bon, je marchais avec les cannes. Tout récemment, dans le mois d'avril 2021, encore un abcès au niveau du pied. Ça rongeait seulement le pied. On a amputé le 2e pied. Sénat, la maman, regard perdu. Entre 2 sanglots, elle trouve asile dans l'espoir. Maouli, un cas parmi tant d'autres. Toutes les 20 minutes, une personne est amputée dans le monde. Le diabète se présente sous diverses formes. Nous allons parler du diabète de type 1, le diabète insulinodépendant. C'est pour des jeunes, des fois des enfants, qui à un certain moment de leur vie, ou bien même à la naissance, naissent et le pancréas ne sécrète pas de l'insuline. Nous avons le diabète de type 2, qui est dit comme le diabète non insulinodépendant, le diabète de l'adulte, qui est dû au fait que c'est des personnes âgées qui ont toute leur vie mangé peut-être beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de sel, et tous ces facteurs vont intervenir. Et donc l'insuline est toujours produite, mais en quantité insuffisante pour gérer le nombre de glucose qu'il y a. Et des fois, il y a une consonance génétique là-dedans. Et puis, il y a le diabète de la grossesse. Au cours de la grossesse, le bébé ou le fœtus dans le ventre va être protégé par une hormone, la progestérone. Et cette hormone peut interférer par plusieurs mécanismes avec l'insuline. Chez certaines femmes enceintes, l'insuline ne va pas bien travailler du fait de la grossesse et donc la femme va être diabétique à cause de la grossesse. Nous appelons ça le diabète gestationnel, c'est-à-dire le diabète de la grossesse. Ce diabète peut disparaître à l'accouchement, comme malheureusement pour certaines femmes, perdurer après l'accouchement et donner un diabète à long terme. Fatigué par l'âge et la maladie, Essie, 70 ans, l'encolure de son boubou laisse entrevoir les kilos perdus. 10 ans déjà qu'elle vit avec le diabète. Je ris beaucoup. Je prends beaucoup d'eau aussi. Mais je ne savais pas que c'est ça. Ce n'est pas facile. Surtout la fatigue là. C'est trop. Tantôt, ça va tantôt. Les causes du diabète sont multiples. Obésité, stress, hypertension artérielle, hérédité. On compte 450 millions de diabétiques à travers le monde. C'est une maladie générale. Nous avons des complications au niveau du cerveau, donc un AVC. Le diabète va entraîner des complications au niveau des yeux. Ça donne la cataracte, le glaucome ou même la cécité. Le diabète va entraîner des complications au niveau dentaire, au niveau des oreilles avec des infections. Au niveau du cœur, on va avoir des insuffisances cardiaques, les angines de poitrine, en tout cas toutes les complications possibles au niveau du cœur. Au niveau intestinal également, nous avons des patients qui peuvent vomir. Le diabète entraîne des complications au niveau de l'appareil génital. Donc chez le monsieur, une impuissance sexuelle. Et chez la femme, une frigidité ou même la stérilité. Dame Essie, Maouli, 2 générations touchées par le diabète. Les spécialistes recommandent une hygiène de vie. Donc aujourd'hui, par rapport à l'alimentation, il faut manger moins sucré, moins salé, moins gras. Il faut faire du sport. Et si on ne peut pas faire beaucoup de sport, nous recommandons 30 minutes d'activité de marche rapide par jour. Tous les jours, ou au pire, 3 à 4 fois dans la semaine, il faut faire de la marche. Il faut réduire la consommation de l'alcool, parce que l'alcool permet la survenue du diabète et il faut arrêter la consommation du tabac. Avec ces règles de vie, en général,
il y a beaucoup de chances que nous réduisons beaucoup la fréquence du diabète. Contre le diabète, des associations et ONG organisent des séances de dépistage gratuits. Il n'est jamais trop tard pour connaître son statut et prendre les dispositions qu'il faut. Pour se faire dépister à temps pour prévenir les complications liées au diabète. Le Covid-19 ne cessera peut-être pas de nous étonner. Un variant congolais a été détecté chez un patient en France. Il est connu sous le nom de B1640, un variant aux mutations inhabituelles. Connu sous le nom scientifique de B1640, le variant congolais a été découvert dans une famille en France, de retour d'un voyage en République du Congo. Mais si l'Europe découvre aujourd'hui ce variant aux mutations inhabituelles, les scientifiques congolais, eux, l'ont découvert beaucoup plus tôt. C'est un variant de SARS-CoV-2, donc responsable de la Covid-19, qui a été décrit dans notre laboratoire fin août 2021. Et c'est un variant qui ensuite a été détecté dans d'autres pays. À ce jour, 8 cas ont été détectés en République du Congo et 24 autres cas dans le reste du monde. Les tests de diagnostic utilisés actuellement détectent en général donc la protéine SPAC, une des protéines très importantes, majoritaires du virus, celle qui permet l'entrée donc dans la cellule humaine. Et donc, effectivement, les mutations dans cette région sont très importantes. Mais à ce jour, les tests de diagnostic donc par PCR ou antigénique permettent, semble-t-il, de détecter ce virus. Mais il est certain que les scientifiques doivent continuer à travailler sur ce virus pour comprendre s'il échappe à certains tests de diagnostic ou pas. Le variant congolais a été classé sous surveillance dans toute l'Europe. Pour l'instant, l'OMS se veut rassurant quant à la virulence du variant congolais, désormais classé sous surveillance. Mais tout de même prudence, car il pourrait réduire l'efficacité des vaccins en République du Congo. Cédric Seosolo, Pointe-Noire, Africa News. Au Togo, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés de 26 250. 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 907. 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 100. Le nombre de décès est de 243. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Promotion de l'investissement au Togo, on ne le dira jamais assez. Le pays continue de faire d'énormes progrès en matière d'amélioration du climat des affaires. Le 5e forum des rencontres Africa constituera une belle aubaine pour présenter aux investisseurs européens les opportunités d'affaires au Togo. Le forum s'ouvrira dans 2 jours. Edwige Takwabasabi et Kwesala Précision. Du 30 novembre au 2 décembre prochain, la capitale togolaise Lomé va vibrer au rythme de la 5e édition du forum Les Rencontres Africa. Un rendez-vous économique qui donne l'opportunité aux entreprises françaises et africaines de promouvoir mutuellement leurs relations économiques. L'acte 5 de cet événement est orienté vers la relance économique en Afrique, une affaire des entreprises. Il donne l'occasion au secteur privé national d'élargir son champ d'action et de nouer de nouveaux partenariats pour le développement du secteur. L'idée est de créer un peu ce mariage, en tout bien tout honneur, entre des entreprises togolaises et des entreprises françaises. Les entreprises françaises ont un accès à la technologie et ont un accès à des financements. Les entreprises togolaises, elles ont un accès au marché et elles connaissent leur environnement. Les deux ensemble, on crée des ensembles forts. C'est de créer un événement d'échange, de rencontres, de discussions pour les opérateurs privés, de créer des opportunités de rencontres, de créer des opportunités de mise ensemble de projets. Donc on a également souhaité donner l'audience à une trentaine de projets qui étaient issus de rencontres du Forum Togo-UE, où on a eu à sélectionner un certain nombre de projets, où les porteurs de ces projets viendront faire des pitchs, viendront présenter des projets et pourquoi pas avoir des opportunités de joint venture avec des opérateurs économiques français et européens qui seront là. Le choix du Togo pour abriter ce forum se justifie par les multiples réformes opérées par le gouvernement.
justement pour améliorer davantage le climat des affaires. Sont attendues une trentaine d'entreprises françaises et plus de 200 entreprises togolaises à ce rendez-vous. L'agriculture, l'élevage et la transformation agroalimentaire représentent aujourd'hui des secteurs porteurs. Eh bien, une phase pilote de formation dans ces domaines va démarrer bientôt à Kara, une formation de courte durée à travers les rencontres à l'endroit des jeunes. Nestor Mouzou. Fort des expériences acquises dans la mise en œuvre de la formation professionnelle par apprentissage de type dual coopératif, le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques, a trouvé la nécessité d'identifier de nouveaux métiers porteurs où les jeunes peuvent, après une courte durée de formation, s'insérer durablement. La phase pilote de cette initiative, qui est orientée vers les métiers de l'agriculture, est ainsi lancée. Comment ça se fait? On recrute des jeunes, qu'on forme dans des métiers porteurs, et à leur sortie, ils sont automatiquement insérés sur le marché de l'emploi en leur donnant des équipements, etc. Le jeune, à la fin, ne va pas rester à la maison disant qu'il attend quelqu'un pour l'employer. La durée, c'est entre 3 et 9 mois. Il y a des métiers ou bien des activités qui demandent un peu plus de temps parce que par rapport à nos analyses des chaînes de valeur agricoles dans lesquelles nous travaillons, il est important de comprendre chaque étape différente pour définir proprement le niveau de la formation. Ce sont 60 jeunes qui ont été sélectionnés pour bénéficier de ce projet. Ils sont issus des villes de Tchévié, Balimé, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaon. Ce projet est un instrument dédié à la promotion des qualifications professionnelles à travers le soutien au développement des compétences pratiques et entrepreneuriales en partenariat avec les entreprises. Il devait à terme contribuer à la réduction significative de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi des jeunes. L'élevage de la volaille et de petits ruminants, le maraîchage-compostage, la transformation de viande et de poisson, le forage et l'irrigation, la transformation de fruits en jus et sirop et la pisciculture sont les domaines dans lesquels les bénéficiaires seront formés. Patrice Babato vous le dira, l'agriculture est un créneau porteur. Il est le gérant de la société Aide-toi et le ciel t'aidera. Sa structure a accueilli la chef du gouvernement. Avant le démarrage du séminaire gouvernemental à Kara, Victoire Tomega Dogbe est allé apprécier ce qui se fait dans cette unité de transformation du soja, du fonio et du sésame. Tout est bio là-bas. Iva Vivi. La visite de terrain du gouvernement dans la foulée du séminaire gouvernemental à Kara a continué dans la société Aide-toi, le ciel t'aidera, située à l'entrée de la localité de Chiel 2 à Kara. Ici, la machine tourne. Au bout de la chaîne, du soja biologique, prêt à la commercialisation et la transformation. La société a bénéficié de l'appui technique et financier du gouvernement à travers le PAEGSP depuis 2017. Aujourd'hui, le résultat, selon le promoteur, est satisfaisant. Elle constitue un rempart pour les producteurs. Nous sommes dans la filière biologique, surtout du soja, du fonio et du sésame. Nous faisons les 3 produits certifiés bio. Nous organisons aussi des primos. Les primos, c'est ceux qui font 5 à 10, 20 hectares. Maintenant, après eux, quand ils font la production, après la production, nous allons pour faire la collecte. Donc nous les appuyons en semences, en crédit des IMF, puisque c'est nous qui cautionnons les producteurs au niveau des IMF. Et nous sommes sur aussi le projet de PAEGSP qui nous accompagne sur le plan technique financier, c'est-à-dire qu'il nous facilite les crédits avec les institutions financières. La visite de Madame le Premier ministre est une visite de surprise, mais ça me donne une grande joie parce que aujourd'hui, j'ai eu l'autorité qui est arrivée pour voir vraiment ce qu'on est en train de faire. Le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a encouragé les acteurs de cette chaîne de valeur faisant partie d'un cluster transformateur du soja en tourteau et huile de soja à continuer l'élan de cette réussite qui affiche au tableau 5 600 emplois créés entre 2018 et 2021. La campagne de 2022-2023 prévoit générer environ 6 000 emplois. Les responsables ont été encouragés à propager les idéaux de cohésion sociale et de paix au sein des différents groupements afin de pérenniser les acquis des résultats.
La présence française au Sahel mise à rude épreuve, le convoi militaire français parti de Côte d'Ivoire et se rendant à Gao au Mali est à nouveau bloqué. Il est bloqué par des manifestants samedi dans la ville nigérienne de Terra. On note dans la foulée 2 morts et 18 blessés. Chaque année, le Grand Lomé produit près de 250 000 tonnes de déchets ménagers et depuis 3 ans déjà, c'est le centre d'enfouissement technique d'Akepe qui accueille ces ordures. Comment fonctionne ce centre en matière de protection de l'environnement? Uré Chamega, reportage. Compacteur en plein mécanique, des bulldozers à plein régime, ouvriers à la manœuvre. Sur ce site, c'est le remue-ménage des déchets en cours de traitement, canalisés pour collecter le biogaz dans cette torchère. Toute une industrie pour lutter contre la pollution de l'atmosphère. C'est un ensemble d'équipements à partir de pompes bascules pour quantifier les déchets qui sont collectés, les alvéoles avec les engins de BTP qui permettent d'assurer l'enfouissement, tout un dispositif de réseau de captage de lixiviaires. À quelques 500 mètres de là, un dispositif pour filtrer, pour trier. En 3 ans déjà, 1 million de tonnes de déchets du Grand Lomé sont transformés ici. Supposez qu'aujourd'hui, avec le million de tonnes de déchets déjà stockés ici, il n'y avait pas ce site. Ça veut dire que ce million de tonnes de déchets devrait être dans des trous, devrait être dans la nature, en tout cas autour de nous, avec nous, dans l'agglomération. Le fait de collecter les déchets et de les stocker en bonne et due forme quelque part permet d'avoir un cadre assaini. L'autre chose, les déchets, c'est la source de production, de prolifération de beaucoup de maladies. Une fois qu'on collecte les déchets, on est en train d'agir sur la santé des populations. Santé de population veut dire économie. Parce qu'il faut être en bonne santé pour aller à l'école pour les enfants. Il faut être en bonne santé pour aller travailler. Un défi immense, celui de la protection de l'environnement et du bien-être des populations. Plus de 36 mois déjà et l'on se projette dans l'avenir. On s'attend à poursuivre l'extension avec l'aide du gouvernement et des partenaires. Ce qui est important surtout, c'est qu'à partir du moment où nous avons un centre d'enfouissement technique et que la pression sur la question de stockage est levée, on est en train de travailler aujourd'hui plutôt sur l'augmentation des quantités de déchets valorisés, de sorte à optimiser les investissements consentis. 24 heures sur 24, le site fonctionne non-stop pour redonner une seconde vie aux déchets ménagers. Une aventure qui va durer 20 ans. Sur les murs du monde, un recueil de poèmes de Arma Esso, l'auteur, face aux réalités quotidiennes dans le monde actuel, appelle la jeunesse à une conscientisation. L'ouvrage a été présenté au cours du café littéraire à l'Institut de Lomé. Mariana Beta Urechamega. Sur les murs du monde, c'est le tout premier recueil de poèmes d'Arma Esso, publié aux éditions Aoudi. Sur 95 pages, l'auteur fait voyager à travers les réalités du monde. Les difficultés quotidiennes, les conflits, la tristesse, mais aussi la joie de vivre. Sur les murs du monde est une compilation des vicissitudes, des inquiétudes, des déboires. En partant du déboire, de déception, j'ai fait également une compilation, on va dire, j'ai fait également ressortir les conceptions émanant de la paix, de la solidarité, de l'unité. L'écriture, d'une manière globale, une passion pour moi. Qu'au-delà de la passion, j'écris pour dénoncer, j'écris pour interpeller, apporter également donc une solution quelconque au bien-être, à l'unité et à la solidarité. Donc je m'adresse encore à la jeunesse pour une prise de conscience. L'auteur consacre une partie de son recueil à la politique, mais également à la justice sociale. Je trouve ça très intéressant, c'est pour ça que je suis venu. Ça fait une fois qu'on me l'a présenté, je suis venu, j'ai dit à Armand, il fallait que je sois là. Il fallait que je sois là parce qu'il faut promouvoir des moments comme celui-là pour que nos jeunes, en leur disant, tiens, au lieu de t'amener manger, je vais t'amener écouter un auteur d'un livre qui a écrit sur quelque chose. Peut-être il va trouver ça barbant le premier jour et les autres fois, peut-être il prendra goût et on aura les autres Armands qui naîtront. Sur les murs du monde est le 8e ouvrage d'Armand Esso. Consultant en communication, c'est un homme épris des valeurs de paix, de solidarité et du vivre ensemble.
Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Croyez au meilleur et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.